Je vous parle de mes séries vues pendant le mois d'avril et de mai. Au programme 5 séries, certaines connues, d'autres non. C'est parti. En premier, on va commencer par Rooster. Donc Rooster, c'est une série que je vous avais déjà évoquée en fait lors de ma dernière vidéo sur des séries. Donc je vous refais un pitch très rapide pour justement vous recontextualiser la série. L'histoire se déroule dans un campus universitaire et se concentre sur la relation entre un auteur, interprété par Steve Carell, et sa fille, professeure dans cette université. Donc j'avais déjà vu le pilot avant de filmer la première vidéo dessus, où je vous exprimais justement mes appréhensions sur comment allait évoluer la saison. Finalement, j'ai bien aimé avoir ces rendez-vous toutes les semaines avec les personnages et je me suis prêtée au jeu du coup pour regarder toute la première saison. C'est une série réconfortante avec des scènes qui pour moi m'ont fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir justement le quotidien dans un campus universitaire du point de vue des professeurs plutôt que des étudiants, car vous le savez peut-être, mais c'est un format qui est très recyclé dans la culture US et donc c'est ce qu'on verra par exemple avec Off Campus dans une prochaine vidéo. Je crois que la série a été très appréciée par le public justement pour son côté feel good et réconfortant, mais elle est surtout portée par l'acteur Steve Carell, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, grâce à ses gimmicks qui parfois sont un peu agaçantes, mais on s'attache quand même malgré tout au personnage. Avec la fin qui est suggérée dans la première saison, il y a bien une saison 2 qui a été annoncée par HBO. En deuxième série, on va parler de DTL St. Louis. DTL St. Louis est également une série dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous refais un pitch très rapide pour vous contextualiser tout ça. Donc DTL St. Louis est une mini-série divisée en 7 épisodes. On va parler d'un triangle amoureux dont l'un va finir mort. Les détectives vont donc enquêter sur ce crime et vont établir des liens avec l'application DTL St. Louis, une application de rencontre pour couples mariés. Globalement, après un mois de visionnage, il y a une très belle cinématographie, mais on se fait vite avoir par le montage de la mini-série. En fait, toute l'intrigue va reposer sur le montage, donc pendant les 7 épisodes, on va douter de qui aurait pu tuer le personnage de Floyd, interprété par David Harbour. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, et c'est un peu ironique, cette série va évoquer en fait des parallèles avec la vie réelle de l'acteur. Vous n'avez qu'à écouter le dernier album de Lily Allen pour en savoir plus, mais toutes les actrices ont été brillantes. J'aurais aimé avoir plus de scènes avec le personnage de Peter Sarsgaard. Décidément, c'est une famille d'acteurs que j'apprécie de plus en plus parce qu'ils ont des personnalités très différentes. C'est un humour très subtil dans cette série, et comme nous dit le pitch, c'est une comédie noire, donc du coup on est loin du genre de Rooster, donc côté feel good n'existe pas dans cette série, donc âme sensible sait se tenir. La fin reste assez triste mais inévitable et questionne justement la question de la masculinité dans le personnage de Floyd, mais aussi la question de la grossophobie, de la complexité de la relation entre Floyd et Clark, mais à la fin je trouve que je suis restée un peu sur ma faim en fait. On s'est dit finalement tout ça pour ça, parce qu'en fait on sait dès le début que Floyd est mort avec quelques indices sur le lieu du crime, et donc la morale de cette série c'est un peu pourquoi trouver un coupable dans cette histoire, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est aussi les relations entre les personnages, les crises existentielles que peuvent avoir les personnages, la vie de couple et de famille. Et en fait, chacun de ces personnages en soi, avait un motif valable pour tuer Floyd. Et l'initiative, en fait, que j'ai trouvé assez chouette de la part de HBO, c'est qu'en fait, vous avez deux versions disponibles pour la mini-série. Donc une version normale, avec des multilangages, mais aussi une version avec un interprète du langage des signes. Vous comprendrez mieux pourquoi si vous voyez la série. On reste sur un format court pour une série, donc du coup, une mini-série, pour rappel, c'est un peu comme un téléfilm, et du coup, forcément, il y a un début et une fin, dans un format très court d'épisodes. C'est une série qui n'a pas été très évoquée en ligne, je trouve, et je pense qu'elle mérite d'être plus visionnée. Voilà. En troisième série, on va parler de Beef, la saison 2. Donc Beef, ou Acharné en français, c'est une série réalisée par Lim Sung-jin. La première saison a été sortie en 2023 sur Netflix, et donc la saison 2 est sortie 3 ans plus tard, disponible depuis avril dernier sur Netflix. Donc comme dans la série The White Lotus, chaque saison a son propre casting et sa propre histoire, avec le même thème, ce qu'on appelle aussi une anthologie. Dans la saison 2, on retrouve 4 actrices qui interprètent deux couples. Karen Mulligan et Oscar Isaac ont interprété Lindsay et Josh, un couple ayant la quarantaine, et Kelly Spinney et Charlton incarnent Ashley et Austin, un jeune couple d'environ la vingtaine. Le jeune couple travaille pour le club de golf géré par l'autre couple. Un soir, après un événement public dans le club de golf, Josh oublie son portefeuille. Le jeune couple est commissionné d'aller rapporter le portefeuille chez eux et assiste par accident à une dispute violente chez le couple le plus âgé. Pensant que Lindsay était en danger, Ashley décide de filmer la scène, et donc cet événement va déclencher une série de péripéties entre les deux couples, mêlant manipulation, faveur et autres atrocieuses pour arriver à leur fin personnelle. Moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, donc j'avais hâte de voir la saison 2, mais j'avoue que j'étais assez déçue pour cette deuxième saison. Si vous avez vu la saison 1, vous verrez que l'énergie est très différente dans la deuxième saison, on se prend malgré tout quand même au rythme et à la pression. La saison reste quand même néanmoins intéressante par les différentes crises que traversent les personnages, donc individuellement, mais aussi à travers leurs couples respectifs, et finalement, on peut établir des parallèles et des ressemblances entre eux à la fin. Finalement, les 4 personnages ont un peu la même ambition, celle d'arriver à leur fin par la manipulation, vivre le fameux rêve américain capitaliste, que ce soit par exemple du côté de Josh pour juste vivre de ses rêves, ou dans le cas de Ashley, subvenir à des besoins médicaux dans le monde
américain. Comme dit T.S. Lent-Louis, je trouve que justement c'était intéressant d'avoir des visions très brouillées, un peu bordéliques de ce qu'est un couple, de la vision qu'on peut avoir du couple aussi et de ses apparences, de penser le mariage comme une entreprise aussi, et c'est souvent confondu justement avec ce terme de power couple. Il est tout à fait déconstruit dans cette saison. Ce que j'avais beaucoup aimé dans la saison 1, pour venir à la saison 1, c'est qu'en fait avant l'explosion de la culture sud-coréenne dans le monde, c'était assez exceptionnel d'avoir un casting 100% américano-sud-coréen déjà, et pouvait beaucoup plus s'identifier à la situation de base. Tout commence par une altercation en voiture, ce qui prend des proportions énormes à coups de course-poursuite et d'autres crasses, tout en évoquant des sujets beaucoup plus profonds comme par exemple la dépression, la boulimie, ou juste le fait d'avoir la rage en général pour des raisons qui peuvent unir les personnages, donc par exemple le cas du racisme, ou diviser les deux protagonistes, donc la pauvreté et le fait d'avoir de l'argent, tout en ayant à se comporter de manière civilisée dans le monde public. Du coup on ne sait toujours pas s'il y aura une saison 3, mais comme je vous ai dit, donc c'est une anthologie, donc peut-être qu'il y en aura une à l'avenir. En attendant, je vous conseille vivement de regarder la saison 1 de Beef. En quatrième série, on va parler de Axe, la saison 5. Donc Axe c'est probablement l'une de mes séries favorites que je pourrais regarder depuis le début. Je pense que ce succès d'ailleurs se remarque très bien parce qu'en fait la série a été créée en 2021, donc elle a eu 5 saisons entre temps, ce qui est assez courant en termes de production. Écrite et réalisée par Lucia Agnello, on suit la relation d'une humoriste des années 70, Deborah Vance, interprétée par Jean Smart, et de son autrice et assistante Eva, interprétée par Anna Einbinder, ayant la vingtaine. Le choc des générations a priori ne passe absolument pas du côté de Deborah, qui ne comprend plus la société d'aujourd'hui et du rôle d'humoriste en 2020. Elle n'a aucun autre choix de se mettre à jour grâce au talent d'Eva si elle veut poursuivre sa carrière d'humoriste. Qu'est-ce qui se passe dans cette 5e et dernière saison? Après avoir arrêté publiquement son talk show pour des raisons d'éthique, elle est mise à pied pendant 1 an et ne peut plus se présenter en public sous peine d'être arrêtée. Deborah et Eva continuent leur collaboration pour préparer justement la stratégie de son retour, accompagnée d'autres personnages habituels comme Jimmy, Kayla ou Marcus. Le duo se confronte à d'autres problématiques comme l'omniprésence de l'intelligence artificielle ou encore des critères de recrutement de lieux publics comme le Madison Square Garden ou encore l'omniprésence de l'ex-mari et partenaire de scène de Deborah. Deborah se rend compte qu'elle doit faire appel à sa communauté, donc ses fans, mais aussi ses amis, pour arriver à ses fins, car sans elle, il n'existerait pas. Au début, j'ai eu du mal à me remettre dans la saison 5 du coup, parce qu'en fait elle s'arrête brutalement à la fin de la saison 4, ce qui marche assez bien du coup comme finale, mais beaucoup moins du coup comme reprise de saison. Le format ici, par exemple, de 1 épisode par semaine n'a pas du tout marché sur moi, et donc on peut vite perdre le fil un peu de ce qui se passe dans la saison 5. Du coup, j'ai préféré du coup faire une petite pause et regarder plusieurs épisodes d'un coup. Je trouve qu'après 5 saisons, on retrouve toujours autant cet humour et devient toujours autant touchante et politique. Et de base, j'adore Lucia Agnello, donc la créatrice de la série, car elle a aussi créé une autre série que j'adore, qui s'appelle Broad City. Agnello est en réalité la fondatrice en fait du format des web-séries. Elle a créé aussi avec son mari, donc Paul W. Downs, que l'on voit par exemple dans Axe qui interprète Jimmy, mais aussi dans Broad City, où il a un rôle un peu spécial. La série est donc terminée à la 5e saison, le final a été diffusé il y a quelques jours, et donc je vous la recommande vivement si vous avez besoin d'un effet un peu feel good et beaucoup d'humour, tout en ayant un peu d'engagement dans le monde de la création d'aujourd'hui. En 5e et dernière série, on va parler de Margot a des problèmes d'argent. Donc Margot a des problèmes d'argent est sortie le mois dernier sur Apple TV et est toujours en cours de diffusion. C'est une mini-série créée par David E. Kelley, connu pour les séries cultes comme Urgence ou Ally McBeal, et il l'a écrit plus récemment avec le regretté Jean-Marc Vallée, Big Little Lies. D'ailleurs, je ne savais pas du tout, mais en fait, le créateur est le mari de Michelle Pfeiffer que l'on voit dans la série, et c'est leur première collaboration ensemble en tant que réalisateur et actrice. La série est une adaptation du roman du même nom sorti en 2024 et écrit par Rufi Thorpe. Le pitch, après avoir eu une liaison avec son professeur de littérature, Margot tombe enceinte. En difficulté financière, elle décide donc de quitter ses études pour élever son fils Bodhi et se lance sur OnlyFans pour pouvoir payer son loyer et subvenir aux besoins de son fils. Elle est aidée par son père, un ancien catcheur et un toxicomane, et de sa mère qui tente tant bien que mal de refaire sa vie après avoir élevé sa fille seule. Donc moi de base, le casting m'a énormément séduit pour voir la série car on retrouve du coup Elle Fanning, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman ou encore Marcia Gay Harden. C'est une série qui est aussi produite par A24, donc c'est une production que beaucoup de cinéphiles adorent. On verra donc avec d'autres séries, peut-être dans d'autres vidéos, qu'OnlyFans devient central dans le récit des séries aujourd'hui. Il pose énormément de questions qui sont évoquées dans le livre mais aussi dans la série. Comment est perçue la plateforme OnlyFans? Pourquoi est-ce que la frontière entre travailleuse du sexe et érotisme était aussi brouillée? Et qu'est-ce que ça signifie en fait de se montrer en tant que femme en ligne qui tente de survivre dans un monde capitaliste et en particulier ici en Californie? Le sujet est très rafraîchissant bien que dur. On évoque aussi la question de l'addiction avec le personnage de Nick Offerman, donc le père de Margot, qui comme beaucoup d'autres rôles interprète une fragilité masculine qui me touche beaucoup personnellement. Et évidemment, on a 3 divas qui sont extraordinaires. On a Nicole Kidman qui est une avocate et ancienne catcheuse, Michelle Pfeiffer qui est donc une maman diva qui essaye de se refaire sa vie en épousant un prêtre, et Marcia Gay Harden qui interprète la belle-mère et incarne toujours les règles, les mères dures et sévères. J'ai trouvé un peu quand même que le rôle de Becca était assez absent alors qu'elle est quand même l'initiatrice de l'idée de ce qui va se passer dans la série de Margot, et j'ai l'impression qu'elle est un peu dans un trope
l'exemple de justement la meilleure amie racisée et nerd qui est un peu facile, mais bon, j'ai hâte de voir la suite et du coup je me tâte même à lire l'adaptation. La série a été renouvelée pour une saison 2. Vous apparaît avec 5 séries à regarder. Quelles sont vos séries du moment? N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos avis concernant ces séries si vous les avez vues ou de me partager d'autres recommandations.